Je vais parler en français, donc vous pouvez, si vous en avez besoin, mais pour vous simplifier la vie, j'ai préparé une présentation en anglais, comme ça permet aux uns et aux autres de savoir où on en est. Le logo qui apparaît sur la présentation, c'est le logo de NGOCSW New York. C'est une coalition d'organisations de femmes qui travaillent qui préparent un forum parallèle pendant les séances de la commission de la condition de la femme. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un des principaux organes de l'ONU qui s'occupe des questions féminines. Et comme j'ai préparé une présentation pour une formation que je donne dans le cadre de ce forum, eh bien, pour ne pas faire le travail à triple, j'ai simplement repris certaines de ces diapositives pour vous. Je m'appelle donc Anne Guyat, je travaille en Suisse pour la coordination post-Beijing des ONG suisses. Oui. Oh, il y a un problème de traduction. Alors, je continue de parler, comme ça on verra si la traduction arrive. I was just saying very general things, so for the moment... Alors, je reste en français. Non, c'était juste pour avertir les anglophones qu'ils n'avaient pas raté un truc important. Donc, cette coordination en Suisse regroupe les grandes organisations de femmes. Elle s'était mise ensemble pour suivre la mise en place en Suisse des normes internationales en matière de femmes. Je vais commencer par quelque chose de très général, c'est la présentation de l'ONU. Je sais qu'hier vous avez eu quelque chose sur le Conseil des droits de l'homme, mais pour vous indiquer en fin de compte à quel point il est difficile de repérer l'organe ou le lieu où se discutent les questions de femmes. Vous avez vu que l'EPU est un de ces endroits où les thèmes liés aux femmes, liés à l'égalité des sexes revient. Oui, en français de l'ONU, c'est l'égalité des sexes. Dans le français des organisations, c'est l'égalité des genres. Mais c'est vrai qu'à l'ONU, il n'y a pas encore eu certains progrès qui ont été faits. Donc voilà. Alors, puisqu'on parle pour le moment de ce qu'eux, ils ont, donc il y a ces 6 principaux organes de l'ONU, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité qu'on connaît bien, le Conseil économique et social qu'on appelle aussi ECOSOC, le secrétariat, donc toute l'immense instrument administratif de l'ONU, la Cour internationale de justice à La Haye, et un organe qui est suspendu depuis 1994, pardon, je suis suisse, 94, c'est le Conseil des tutelles, donc qui s'est occupé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de tous les territoires qui n'étaient pas vraiment attribués à un État ou un autre. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Chaque territoire est attribué à un État, donc ce conseil est suspendu. Dieu merci, sa salle est magnifique à New York et donc nous avons toujours une belle salle pour discuter. Quels sont les organes qui sont le plus touchés non pas simplement par la question des femmes, mais dans la rédaction des normes internationales? Ce sont l'Assemblée générale et ses différents sous-comités, donc par exemple le Comité des droits de l'homme, le Conseil de sécurité et puis le Conseil économique et social, en particulier aussi parce qu'il a une de ces commissions thématiques qui est cette commission de la condition de la femme. Si je prends, et là vous n'arriverez pas à lire, mais ce n'est pas le but, si je prends une présentation que vous trouverez sur le site de l'ONU, c'est la présentation de tous les organes de l'ONU, c'est un véritable labyrinthe. Certains sont rattachés à un seul des 6 principaux organes que vous trouvez sur la gauche, d'autres sont rattachés à plusieurs. Il y a des questions de femmes qui sont décidées à de nombreux endroits différents. On a certes cette commission, on a certes le Conseil des droits de l'homme, on a aussi les conseils économiques et sociaux des différentes régions que vous connaissez peut-être, CEA ou ECA pour l'Afrique, ESCOA, ECLAC, tous ces jolis noms dont l'ONU a le secret. On a aussi certaines commissions qui sont liées à la protection de à la promotion de la paix,
les organes qui prennent en charge la suite donnée à la résolution du Conseil de sécurité sur l'implication des femmes autour des tables quand on discute de la paix pour les dialogues et les négociations, mais aussi ensuite dans les situations après conflit. Donc tous ces différents éléments, mais évidemment l'idéal total serait que l'ensemble des organes de l'ONU aient en arrière-fond, en arrière-pensée, le fait de réfléchir, est-ce que les décisions que nous prenons sont de même valeur pour l'ensemble de la population et dans le cas qui m'intéresse évidemment plus particulièrement pour les hommes ou pour les femmes. Les droits des femmes ont beaucoup évolué au cours de l'histoire. Simplement, je vous rappelle que ça ne fait pas si longtemps que l'ONU a reconnu que les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. C'était à la conférence de Vienne en 92, je sais plus, 93, voilà. Donc vous voyez que ça ne fait que 22 ans. Avant, ça n'était de loin pas une évidence. Et petit à petit, les différents organes de l'ONU se sont adaptés à cette nouvelle situation, si je peux dire cela comme ça. Donc ici, vous avez un schéma que vous trouvez aussi sur le site internet, en l'occurrence du Haut-Commissariat pour les droits humains. Les différents traités qui existent, on a parlé tout à l'heure de ces traités des droits humains. Vous voyez que le traité sur l'élimination des discriminations envers les femmes est le grand traité qui parle de la question de l'égalité. Mais ce traité est arrivé assez tôt, en 79, par rapport au premier traité qui était dans les années 66. Ça n'empêche pas que certaines dispositions dans les autres traités sont aussi au sujet des femmes. Et même dans les derniers textes dont on parle, il y a encore des dispositions au sujet des femmes. Si je prends par exemple la Convention internationale pour les droits économiques, sociaux et culturels, il y a toute la question de l'égalité des femmes dans le monde économique qui apparaît déjà. D'ailleurs, entre nous soit dit, en 1919, à la création de la Société des Nations, il y avait déjà à ce moment-là, et surtout sous l'influence de Eleanor Roosevelt, une commission qui réalisait que les femmes qui avaient travaillé dans les usines pendant la Première Guerre mondiale et qui avaient maintenu l'économie en place malgré l'afflux massif d'hommes sur la ligne de front, et on sait qu'en particulier en Europe, mais aussi dans les pays du Commonwealth, une génération quasi entière d'hommes a disparu dans les tranchées au nord de la France, de l'Europe. Ces femmes ont fait fonctionner l'économie, ce qui a eu un impact sur la culture. Comment est-ce qu'on gère les enfants quand on travaille à l'usine? Ce qui a eu un impact extraordinaire, et on a tendance à minimiser cet aspect-là, sur la mode. Avant 1914, on ne voyait jamais une femme en pantalon ou en habit, en toilette compliquée. Après 1914, le corset a disparu. Parce qu'aller travailler avec un corset dans une usine, et vous constaterez que ça a un impact total sur votre capacité de travailler. Donc on a eu des grands changements qui ont été apportés à la société. D'une certaine manière, les hommes ont reconnu le travail qui avait été fait, puisque les entreprises étaient toujours là, que les pays avaient pu utiliser l'armement fabriqué dans les aciéries où travaillaient les femmes. Mais quant à savoir si cette reconnaissance allait aboutir à une égalité de traitement au niveau salarial, au niveau assurance sociale, au niveau place à responsabilité, surtout maintenant que la guerre était terminée et qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes qui sont revenus dans les usines, ça c'était une autre question. Et en 1919, une des premières choses qui s'est passée, ça a été la possibilité pour les femmes d'avoir une tribune au niveau international par le biais de la Société des Nations ici et de pouvoir mettre en avant ces inégalités. Mais on ne parlait à ce moment-là pas encore des droits humains, mais de l'égalité dans certains domaines bien définis.
Petit à petit, ça s'est donc élargi, en particulier évidemment alors avec de manière très claire en 1979 avec l'entrée en vigueur de cette convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Et cette convention, elle a... Voilà. Non, ça c'était un peu trop rapide, j'y arrive. Elle avait plusieurs principes clés qui sont venus. C'est de premier abord une égalité, pas une équité, mais une égalité, et la différence entre les termes était assez importante. Il ne s'agit pas seulement de voir la complémentarité qu'il y a entre les hommes et les femmes, mais parce que dans un certain sens, cette complémentarité peut être interprétée de manière à diviser les rôles et à apporter des barrières très nettes entre qui décide de quoi, mais d'avoir une égalité, un aspect de non-discrimination et une obligation des États signataires par rapport à cela. Alors évidemment, dans les traités, vous l'avez vu et vous le savez pour les traités qui vous touchent plus particulièrement, il y a toujours la possibilité pour les États d'émettre des réserves, parfois sur certains articles, et puis il y a des réserves qui peuvent être très courtes, mais très difficiles à interpréter. Par exemple, oui, notre pays est signataire d'une convention, autant qu'elle ne va pas à l'encontre de la charia, par exemple. Mais alors après, quelle est l'interprétation qu'on fait de la charia? Ça, c'est pas du tout compris dans la petite phrase qui est élément de la réserve. Et on peut avoir une interprétation qui est très variable. Comme on a des États qui disent oui, mettons que cela reste dans le domaine de notre culture. Oui, mais qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui répond aux droits humains dans la culture ou pas? Est-ce que le mariage précoce, ça fait partie de la culture? Est-ce à dire qu'il ne faut pas combattre? On a vu l'exemple, j'allais dire excellent, malheureusement excellemment violent, des infanticides rituels. Ils font partie intimement de la culture, mais est-ce à dire que ça doit vraiment être, la culture doit être prédominante par rapport aux conventions? Donc là, on remarque qu'avec cette convention, c'est certes un bond énorme en avant, mais elle n'est valable, ou en tout cas, elle n'est applicable que pour les pays qui l'ont signée et qui l'ont ratifiée, et donc qui sont prêts à se voir critiqués par un groupe d'experts, qui est donc le comité lié aux différents traités. Chaque traité a son comité d'experts qui évalue la situation. La question a continué à être discutée, en particulier durant 4 conférences mondiales sur les femmes qui ont été organisées par les Nations Unies entre 1975 et 1995. Je suis désolée, je suis vraiment très suisse dans ma manière de parler. Une série de conférences qui ont vraiment permis un immense pas en avant dans la question de l'égalité. La première conférence en 1975 à Mexico était d'offrir des lignes directrices pour pouvoir voir comment promouvoir la place des femmes. Ça restait c'était déjà un énorme progrès par rapport à rien du tout, mais ça restait relativement limité quand même. Ensuite, en 80 et 85, on a été un petit peu plus loin dans la question, par exemple, de la propriété. Dans certaines cultures, il n'y a pas de problème par rapport à la femme et la propriété. Si je ne me trompe pas, dans la tradition touareg, la tente et le bétail appartiennent à l'épouse. Et le contrat de mariage est établi par les femmes de la famille de l'épouse. Et si le mari se comporte mal, ciao bello, diraient les Touaregs du très nord, de l'autre côté de la Méditerranée, et puis elle reste avec ses propriétés. En Suisse, un pays pourtant très prospère, qui semble avoir une égalité parfaite, eh bien, seuls 4% de la terre agricole appartient à une femme. 4%, et basta, pas à une, mais à des femmes. Cela veut dire que dans les traditions de famille, même si c'est la fille qui reprend l'exploitation agricole, on va préférer donner en héritage la terre
à son mari si on n'a vraiment pas d'autre solution, mais on espère plutôt garder ça dans la famille, et on donnera alors à son frère, au cousin, etc., en disant à l'épouse, à la fille, tu peux continuer à exploiter, mais la terre ne t'appartient pas. Donc vous voyez que c'est toujours très compliqué, et les inégalités entre femmes et hommes ne sont pas toujours les mêmes dans toutes les régions, et qu'il y a des soucis un peu partout. En 1995, on l'a dit il y a 20 ans, c'est l'immense bond en avant. Durant une conférence qui a eu lieu à Beijing, avec une très forte affluence d'ONG, qui ont été pourtant parquées en rase campagne à 70 km du lieu de la conférence, il y a eu un immense progrès, un immense bond en avant, et en particulier avec 2 ou 3... D'abord, un programme d'action très, très progressiste qui aujourd'hui encore est remis en question chaque année à l'ONU en disant non, ça n'est pas acceptable. Un programme qui paraît visionnaire à certains, et pourtant en sortant de la conférence, tout le monde pensait qu'il pouvait être appliqué. Il a 20 ans et aucun pays ne l'a appliqué encore aujourd'hui. Donc même les pays très avancés en matière d'égalité, comme les pays scandinaves, restent encore avec d'immenses lacunes par rapport à ce programme-là. Il amène une immense modification dans la manière de penser l'égalité. Ça se résume en 2 mots en anglais, le gender mainstreaming. Alors, il y a une phrase qui prend 3 paragraphes en français pour dire ce que la version anglaise dit en 2 mots. En gros, c'est avoir comme mainstream, comme manière générale de penser, toujours à l'esprit la question de l'égalité ou de l'égalité entre les sexes, entre les genres. Je vais vous prendre un exemple qui vous paraîtra peut-être exotique pour certains, mais qui montre un petit peu comment ça se vit dans le quotidien. Dans une ville en Suède, il neige chaque année abondamment. Jusqu'ici, pas de souci. Or, en étudiant le nombre de cas qui aboutissaient à l'hôpital et donc qui aboutissaient à une blessure relativement grave, qui demandait ensuite un soutien par l'assurance sociale nationale donc, et de la ville, donc une dépense pour l'État, si je peux dire ça comme ça, on a remarqué que les jours où il neige, il y a beaucoup de blessés parmi les piétons, très peu de blessés parmi les conducteurs de voitures, et que très traditionnellement, c'est surtout des femmes qui sont blessées comme piétonnes, et il n'y a que très peu d'hommes dans les urgences à ce moment-là. Eux, ils font marcher les carrossiers, mais il y a peu de personnes qui doivent ensuite être soutenues pendant des semaines par l'assurance. Donc en réfléchissant à cela, ils se sont dit, oui, mais pourquoi ? Parce que les femmes vont sur les trottoirs, parce qu'une voiture sur 2 cm ou 5 cm de neige, si elle a des pneus corrects, ce qu'elle a en Suède, elle peut voyager sans aucun problème, alors qu'une personne à pied sur un trottoir enneigé, qui peut se montrer glissant, elle va glisser et tomber. Donc comment gérer ça sans augmenter les dépenses et pour rétablir l'équilibre entre femmes et hommes face à une situation qui est loin d'être exceptionnelle, la neige. Ça a été une réflexion sur le déblaiement de la neige. Avant, on déblayait les grandes routes, puis ensuite, quand on avait encore du temps, on déblayait les petites routes, et enfin, peut-être au milieu de la matinée, on déblayait les trottoirs. La question a été de changer seulement l'ordre de déblaiement. Les grandes routes, je l'ai dit, qu'il y ait 5 cm de neige ou pas de neige, la voiture, elle roule. Donc on a commencé par déblayer les alentours des écoles et des crèches. Ensuite, on a déblayé les trottoirs. Ensuite, on a déblayé les accès aux institutions publiques, là où souvent les femmes vont travailler à pied. Et ensuite, on a déblayé les grandes routes. Aucun coût supplémentaire, c'est les mêmes employés qui font les mêmes choses, mais dans un ordre différent. Voilà le grand apport de la 4e conférence de Pékin, ça a été cette nouvelle manière de réfléchir. Les questions qui apparaissent à l'EPU, comme devant les autres organes de l'ONU par rapport à l'égalité, c'est des questions qui touchent à la patriarchie, aux normes patriarcales dans les familles,
la division du travail au niveau entre les différents genres. Il y a des questions qui sont liées à la macroéconomie. Souvent, on a un peu ghettoisé les femmes dans la microéconomie en leur permettant d'ouvrir des micro-entreprises. Et dès qu'elles commencent à avoir du succès et que leur micro-entreprise devrait entrer dans un niveau économique plus grand, hop, touf, ça disparaît. Même chose ici, hein, même dans un pays comme la Suisse, je reviens à l'agriculture bio était surtout portée par les femmes au début. Dès qu'elles ont eu du succès et que les supermarchés ont commencé à payer pour leurs légumes, hop, les frères, les papas sont arrivés. Ils ont dit, bon, écoute, c'était très bien, ta petite entreprise, maintenant on a vu que ça fonctionnait, alors tu nous refiles le bébé. Et nous, on prend les bénéfices qui vont avec. Et on gère maintenant. Alors que pour elles, il y avait toute une manière de faire qui était liée à cette agriculture bio et qui était très liée à leur manière de voir les choses. Un travail décent, avec un salaire décent aussi. Et puis il y a deux choses très importantes qui ont beaucoup de peine à avancer. C'est non seulement la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les droits sexuels et reproductifs. L'accès à une éducation sexuelle complète, la possibilité pour une femme de choisir le nombre d'enfants et l'espacement entre ses enfants. Puis il y a aussi la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. On n'est peut-être pas comme on voudrait que la société soit. Je ne suis peut-être pas une femme comme la société autour de moi voudrait que je sois une femme. Peut-être que je mets en avant certains aspects que le tabou général ne veut pas. Je suis une femme qui travaille à plein temps. Eh bien, ce qui peut être absolument bien accepté à certains endroits parce qu'une femme d'un certain niveau travaille à plein temps et elle a du personnel pour la soutenir, ici dans ce pays, c'est un tabou. Une femme qui travaille à plein temps et qui a des enfants, c'est une mauvaise mère. Et ces enfants ne reconnaissent pas leur mère. On n'a jamais demandé aux enfants, mais moi je sais que les enfants, ils savent très bien qui est leur maman et qui est la nounou. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, il y a la question de la terre. Et puis, j'ai mis les peuples indigènes, mais c'est pour faire le lien avec tout le reste, les personnes qui vivent avec un handicap, les personnes qui sont migrantes, les personnes qui sont indigènes. Toutes ces différentes personnes qui sont fragilisées, et parce qu'elles sont des femmes, elles sont d'autant plus fragilisées. Quand on pense aux flux migratoires qui sont liés à des conflits, on dit oui, il faut générer ces flux, mais on ne pense pas toujours à la violence sexuelle qui est appliquée pendant ces flux migratoires. On ne pense pas toujours à l'impossibilité pour certaines femmes de faire face à certains aspects qui sont intimement liés à leur vie de femme, pas parce qu'elles veulent être coquettes, mais simplement parce qu'elles sont réglées et qu'elles veulent avoir leur menstruation dans un domaine qui est assez propre pour pouvoir gérer ça, ou qu'elles doivent avoir accès à des sanitaires qui sont d'un certain niveau auquel on ne pense pas, parce que pour un monsieur, ça suffit d'avoir un gros arbre. Enfin, il y a une longue queue avant le gros arbre, mais pour une femme, c'est un tout petit peu plus compliqué. La question du langage et comment travailler avec ça dans les PU. Comme j'ai dit, il y a les traités, mais ceux-ci ne sont pas toujours bien reconnus par les États. L'immense avantage de l'EPU, c'est que les États ne reçoivent pas les recommandations d'un sombre comité d'experts à Genève ou à New York, mais ils reçoivent leurs recommandations d'un autre État. C'est vraiment un dialogue entre pairs, pas PE, accent grave, mais peer-to-peer, si vous voyez ce que je veux dire. Et cela se remarque aussi dans la suite, et je voudrais rebondir sur ce que disait Boudi sur le follow-up, sur la suite, le suivi des recommandations. Certains pays, dont les voyages d'État, les visites d'État, incluent systématiquement des questions sur les recommandations qu'ils ont faites à l'État qu'ils vont visiter. Exemple, la France va visiter l'Angleterre, elle a fait une recommandation dans le cadre de l'EPU. Lors de la visite d'État, quelqu'un, quelque part, posera la question « Vous en êtes où sur la recommandation que vous avez acceptée et qu'on vous a présentée ?» Quels sont les projets, les progrès qui ont été faits depuis cette recommandation il y a 2 ans en arrière? Et c'est quelque chose qui fonctionne
relativement bien, dans le sens où c'est beaucoup plus difficile pour un État de réagir négativement à cette question que quand cette question vient d'un comité d'experts, surtout quand c'est intégré systématiquement. Donc dans les conseils, comment faire, par exemple pour une situation du Mali, regardez aussi qui sont les pays qui présentent les recommandations à votre pays. Et allez après voir si vous pouvez avoir des contacts avec ces pays-là pour qu'eux-mêmes suivent les recommandations. Ils sont très, pour certains, ils sont très attachés à suivre les recommandations. Et puis il y a des espèces de petites guéguerres, entre guillemets, diplomatiques entre les pays. Moi, je t'ai mis une recommandation compliquée. Toi, tu m'en as rendu une aussi compliquée. Alors maintenant, on va voir qui va mieux tenir sa parole. Et enfin, il y a une autre partie qui est le langage agréé, agreed language. Et ça, c'est des textes qui sont extrêmement importants dans le cadre de l'ONU. Alors, je vais avancer un petit peu. Pouf, pouf, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par le langage agréé, concerté, souvent appelé simplement agreed language? C'est un texte qui a été adopté à l'unanimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un vote. Mais le texte n'est pas accepté tant que tous les pays, les 193 aujourd'hui, je crois, plus les 2 observateurs qui ne sont pas des moindres, la Palestine et surtout le Saint-Siège, qui généralement sait très bien parler pour dire ce qu'il n'aime pas, ou qui fait parler d'autres pour dire ce qu'il n'aime pas. Donc tous ces 195 États ont dit oui, ou en tout cas, ils n'ont pas dit non. Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez quelque chose contre le texte? À chaque fois, il y a un silence tendu dans la salle. Et puis tout à coup, il n'y a personne qui dit rien. Le président, voulant rompre le martyre collectif, tape sur le bureau et dit « Le texte est adopté. Agreed ». Il y a un accord là-dessus. Et ça, c'est très important parce que si vous basez votre travail sur des textes qui viennent de agreed language. La plupart des conférences sont du agreed language. La plupart des résolutions de l'Assemblée générale sont du agreed language. Donc, vraiment, appuyez-vous là-dessus. C'est une manière de dire, dites donc mes cocos, vous n'avez pas dit non quand cette paragraphe a été adopté. Maintenant, il faut assumer. Quand vous dites que les femmes ne doivent pas être mariées avant tel âge ou que les enfants doivent être protégés, sachez que vous l'avez déjà d'une certaine manière reconnu. C'est donc pour ça qu'il est important de suivre non seulement ce qui se passe à l'EPU, mais d'avoir toujours un peu sur votre thème de prédilection un regard sur ce que les travaux des autres commissions, surtout quand il y a du agreed language dans l'air. Pour la question des femmes, j'ai le bonheur de venir d'un pays qui a été assez actif ces derniers temps pour récolter ce agreed language. Parce que vous pouvez bien imaginer que ça ne vient pas tout de suite comme ça du jour au lendemain de savoir dans quel texte il y a un paragraphe sur les femmes en situation de post-conflit, sur la protection de la maternité dans telle situation ou pas. Donc, le gouvernement suisse a établi une app pour votre smartphone qui ne vous coûte rien. Donc, elle fait partie des choses gratuites sur votre Play Store, non App Store, ou bien votre... vous voyez ce que je veux dire? Ça marche sur Android, Apple et aussi BlackBerry, parce que je crois qu'il y a... Enfin, je n'ai pas de BlackBerry, mais il paraît qu'il y a aussi un système spécial. Donc, ça existe sur les 3. Le sigle de cette application, c'est ce carré rouge pour Women's Human Rights. Et ça ressort les différents points. Alors, on va faire un petit exercice. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que si vous avez un point que vous voudriez soulever particulièrement par rapport à ça, hop là, alors, vous entrez Women's Human Rights.ch comme chocolat, comme vous le savez bien sûr. Ça vous donne cet écran-là, voilà, qui est l'écran d'accueil, puis après, très vite, il change tout seul. C'est en anglais parce que le agreed language n'est souvent que dans une seule langue. Je suis absolument navrée pour les personnes qui parlent une autre langue officielle, mais cet outil-là est en anglais, surtout parce qu'il est basé sur les travaux de la Commission de la condition de la femme,
qui ne travaille sur ces conclusions qu'en anglais. Vous avez une introduction, voilà, tout ce qui est plus avec une préface de notre ministre des Affaires étrangères. Et puis, voilà, un nice looking man pour quelque chose qui concerne les femmes, c'est peut-être assez sympa aussi. Ça met un petit peu d'équilibre dans la presse. Et puis, une préface. Et ensuite, je ferme. C'est à peu près la même présentation sur votre téléphone portable. Puis ensuite, vous avez les différents termes qui arrivent. Donc, si par exemple, je prends les... Voilà, par exemple, pourquoi pas, très bien, on voit qu'il y a un intérêt particulier. Alors, vous avez toujours d'abord un overview, donc un aperçu général de ce thème, qu'est-ce qu'on entend par là. Ensuite, vous avez les bases légales, donc les textes légaux, qui sont soit la plupart du temps des traités ou des conventions. Donc, par exemple, on a ici le Arms Trade Treaty. On a donc le traité sur le commerce des armes. Ensuite, on a la convention sur les droits de l'enfant, la convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre, etc. Donc, différentes conventions. Et à chaque fois, vous avez un paragraphe. Ça vous donne le nom de la convention et le numéro de l'article. Et donc, vous savez qu'il y a ça. Et si vous cliquez sur, par exemple, la convention, plouf, vous arrivez sur une page. Alors, c'est là qu'il y a la grande différence par rapport sur votre smartphone. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous pouvez y accéder sans connexion Internet. Évidemment, pour ne pas charger votre smartphone avec toutes les conventions de l'ONU, si vous cliquez sur Download, ça va vraiment sur Internet. Donc là, ça vous coûtera en données. Mais tout le reste avant, ça vous coûte en données que pour télécharger l'application. Voilà, donc on a ces textes légaux et puis on a le langage concerté qui arrive après. Alors il y a OP et PP. Alors OP, c'est pas l'ordre des prêcheurs, les fameux frères et cousins des dominicains, les frères et cousins des franciscains, nés dans le même espoir. C'est les paragraphes opérationnels des différents trucs. Donc dans chacun des textes agréés à l'ONU, il y a d'abord les paragraphes de préambule. Faisons référence à la convention Schmilblick, nous rappelons les principes établis, vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, vous avez les paragraphes opératifs, la commission demande aux États d'avancer sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est les OP qui sont assez intéressants parce que c'est ceux qui mènent vraiment à un changement. Et c'est le même système, vous avez le paragraphe, etc. Donc vous voyez qu'il y a je sais que la Suisse a l'intention de faire ça sur d'autres thèmes qui lui sont importants. C'est une collaboration entre une université, le Centre actuel des droits de l'homme et puis la Confédération, le ministère des Affaires étrangères. Et c'est un outil qui est assez pratique, qui coûte pas grand-chose et qui contient, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus exactement, plouf, je ne sais plus comment on arrive au home, je pense que ça doit être un truc du style. Il y a, sauf erreur, 170. Bon, décidément, il y a toujours des 70 dans ma présentation aujourd'hui. Allez, tourne. Voilà. 110 mots-clés et 172 documents qui font la base de cette app. Voilà, je reviens à la présentation. Hop. Donc, c'est comme ça, voilà. Donc, zoup, c'est magnifique, tout fonctionne à merveille. Donc là, de nouveau, pour que vous aurez cette présentation, si j'ai bien compris, womenshumanrights.chocolat. Et puis, c'est donc un peu ce que je voulais vous amener par rapport à ces questions de droits des femmes, ce qui existe ailleurs. Alors, comment faire le lien avec les PU ? C'est exactement ce que vous a expliqué Boudi. Les processus sont les mêmes et je vais aussi, dans le cadre de ce qu'a rajouté Yves, c'est vraiment un travail continu. Comme il le dit très bien, ça n'est pas tous les 4 ans, on s'énerve pendant 6 mois, puis après on boit un verre de vin de palme ou bien de limoun, parce qu'on est content du travail accompli. C'est vraiment un travail de tout le temps, avec les gouvernements de chaque niveau. Et c'est surtout un travail pour montrer la plus-value de la société civile. Il y a eu un grand changement, je crois, ces 2 dernières années,
la place et de la reconnaissance de la société civile avec toute la discussion sur les nouveaux objectifs de développement durable. On a eu la participation de ces major groups, de ces groupes majeurs aux discussions, et vraiment ils ont pu amener la position de la société civile d'une manière plus large que ce qui est possible dans d'autres discussions qui ont lieu à l'ONU. Et ce qui est important, c'est de montrer à quel point on peut être une plus-value pour le gouvernement. Boudi le disait, il faut collaborer avec le gouvernement. Collaborer, ça veut dire rester tous les jours, avoir certes cet aspect critique, mais ne pas se contenter de leur hurler dessus, même si ça fait terriblement du bien, je le conçois. C'est aussi amener des solutions. Il y a certainement une co-responsabilité à avoir. Quand j'entendais notre amie malienne qui disait « mais quelles sont les solutions ?» Eh bien, d'une part, alors c'était les solutions pour amener ça, mais j'ai un petit peu un principe, je ne dis pas quelque chose à une réunion contre la solution proposée tant que je n'ai pas quelque chose d'autre à proposer moi-même. Sinon, on est toujours à dire « oui, mais alors ça ne va pas du tout, votre sujet, votre proposition, on voit bien que ça va nous mener nulle part. » Puis vous avez une proposition ? Non. Ben voilà, ça ne va pas nous amener beaucoup plus loin. Donc essayez vraiment de chaque fois réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et vous avez vu dans cette ville en Suède qui a considérablement baissé le nombre de femmes accidentées pendant les périodes de neige, ce n'était pas une solution révolutionnaire. Il n'y a pas eu l'envie de créer un microclimat sur cette ville avec, je ne sais pas moi, des projecteurs de chaleur pour que la neige se transforme en pluie à la verticale de cette ville. On ne peut rien y faire. La situation, elle est telle qu'elle est. Mais comment est-ce qu'on y réagit ? Dans les cadres de conflit, dans les premières mesures qu'on prend en cas de catastrophe, quelles sont les mesures qu'on prend qui prennent en charge les besoins des uns et des autres, que ce soit les femmes, les personnes migrantes? Est-ce qu'on pense aux personnes migrantes dans certains cas? Est-ce qu'on va penser à la situation des enfants dans certains cas? C'est déjà là que ça commence. Et quand vous amenez des solutions pratiques, concrètes, si possible, pas chères, inventives, mais efficaces, à ce moment-là, il y a de fortes chances que ces solutions fassent un petit bout de chemin. Mais je l'ai dit comme l'a dit Boudi, c'est un travail à très long terme et pas du tout à court terme. Il ne faut pas attendre les miracles pour demain, ils sont pour après-demain, mais surtout il faut travailler demain pour que le miracle arrive après-demain. Merci de votre attention.